Bonjour, donc voici un exemple de cours qu'on peut donner à l'UT Génie Civil, construction durable, et qui va concerner la planification. Donc planifier, c'est mettre en place une articulation de moyens et de ressources dans le but de... Alors la planification repose sur une analyse préalable de l'ouvrage à construire, qui va permettre de le décomposer en tâches élémentaires. Ainsi, par exemple, si on vous dit comment on va planifier la réalisation d'un bâtiment complet, c'est difficile à imaginer. Si on décompose ce bâtiment, par contre, en fondation, en mur, en poteau, en plancher, tout de suite, ça va être un petit peu plus facile. Donc, pour chacune de ces tâches, on va déterminer sa durée, les ressources qui seront nécessaires, donc principalement en termes de main-d'œuvre, de matériaux et de matériel, et les liens entre les tâches, notamment chaque tâche a des prédécesseurs et des successeurs. Par exemple, si je dois faire un poteau, avant il faut que j'ai fait une fondation, et après un poteau, je vais pouvoir poser une poutre. Planifier va alors consister donc à organiser l'enclenchement de ces tâches pour optimiser évidemment le fonctionnement du chantier, que le chantier dure au global le moins longtemps possible. On cherchera donc à représenter visuellement ce déroulement de chantier avec les contraintes d'enchaînement. Donc, en ce sens, le planning va être un outil de gestion puisqu'il va permettre de simuler une action avant qu'elle ait lieu, ensuite d'engager sa réalisation dans un ordre logique auquel on aura réfléchi préalablement. On pourra également comparer à chaque instant l'état d'avancement réel par rapport à la prévision, ce qui nous permettra d'apporter éventuellement des corrections et de garder aussi la mémoire du déroulement du projet. Il y aura bien sûr quelques contraintes à respecter quand on établit un planning. La première chose, c'est le délai qui sera fixé contractuellement avec le maître d'ouvrage, à qui on va livrer l'ouvrage, et également les moyens disponibles dans l'entreprise, concernant principalement sa main-d'œuvre et son matériel, en particulier du fait que l'entreprise va être en train de réaliser plusieurs chantiers en même temps. Alors, il est important de bien comprendre que la durée de la tâche et la ressource en main-d'œuvre, qu'on appelle l'effectif qu'on va mettre en place, sont liés. Retenez bien donc que le temps nécessaire pour réaliser une tâche, ça va être la quantité multipliée par un temps unitaire. Par exemple, j'ai 1000 mètres carrés à faire et j'ai un temps unitaire d'1 heure par mètre carré, j'ai donc 1000 heures de travail. Par contre, si je mets 10 personnes pour réaliser ces 1000 heures, je vais avoir donc une durée de tâche qui sera égale à 100 heures. Alors, à quoi ressemble un planning? Voilà, vous avez donc horizontalement ici le temps, donc par exemple ici des semaines, et verticalement ici j'indique les tâches. Donc j'ai par exemple ici un site de préfabrication où je préfabrique des poutres et des prédales. J'ai donc un effectif de 7 personnes et donc cette tâche-là s'étend donc sur une durée de 12 semaines. J'ai aussi donc en place, in situ, c'est-à-dire en place, donc je fais différentes tâches, donc des massifs de fondation, des poteaux, des chapiteaux en tête de poteau. Je pose ensuite les poutres que j'ai préfabriquées. Vous voyez que j'ai un effectif ici sur une certaine durée et je mets en place cet enclenchement logique. Donc chaque tâche est représentée ici par une barre, je les positionne dans le temps et je peux visualiser le déroulement. Donc, tout ça me permet d'exploiter, comme on le voit ici, par exemple mon planning de main-d'œuvre. J'ai ici 7 personnes aux poutres, 4 personnes au massif de fondation, ça me fait 11 personnes en tout. Je peux tracer ici cet histogramme qui représente l'évolution de mon effectif tout au long du chantier. Et je peux aussi par exemple calculer le nombre d'heures prévisionnel que ces ouvriers vont passer pour construire mon ouvrage. Donc ici, j'arrive à 12 120 heures à la fin de mon ouvrage. Cette représentation donc est très lisible, mais il est par contre difficile d'apprécier les conséquences d'un retard d'une tâche sur une autre. Par exemple, je prends ici une semaine de retard. Est-ce que ça va décaler la réalisation des autres tâches ou pas? Et quelles seront les tâches qui vont conditionner le délai global? Certaines tâches seront ce qu'on appelle critiques, conditionneront le délai global et d'autres non. D'où, vous voyez, la nécessité d'appliquer une méthode d'ordonnancement qui va permettre de lier logiquement les tâches et de déclencher leur enclenchement les unes après les autres. Alors, on va regarder ce qu'on appelle la méthode des potentiels. Donc, cette méthode d'ordonnancement va permettre de créer un réseau d'enclenchement de tâches. On va distinguer pour ce faire donc une tâche qui va consommer du temps et des moyens et une étape qui sera juste un jalon d'avancement mais sans durée associée. On va décomposer donc l'ouvrage en tâches et donc créer ce qu'on appelle un tableau d'analyse des tâches. Donc pour chacun des ouvrages, chacune des tâches à réaliser, on définira une durée, les ressources affectées, donc principalement la main-d'œuvre, mais ça peut être aussi, comme on a vu, le matériel, et les liens de cette tâche avec ces tâches antérieures qu'on appellera des prédécesseurs. Chaque tâche sera représentée par une étiquette.
on voit ici cet exemple. Donc la tâche aura un code, on indiquera ici sa durée, la date de début au plus tôt, c'est-à-dire quand est-ce que par rapport à toutes les contraintes, on peut démarrer au plus tôt la tâche, et la date de début au plus tard, c'est quand est-ce qu'on peut démarrer la tâche le plus tard possible sans que ça mette en retard la fin du chantier. Et si on a une différence entre ces deux dates, on aura donc une marge. Ici, vous avez la représentation d'un jalon. Donc, comme j'ai dit qu'il n'y avait pas de durée, on ajuste donc jalon ou étape, hein, c'est la même chose. On ajuste donc une date de début au plus tôt ou une date de début au plus tard. Ensuite, on représentera les liens entre les tâches par des flèches. Donc, les flèches qui arriveront sur l'étiquette seront les liens avec les tâches antérieures et les flèches qui partiront seront les liens vers les tâches postérieures. Donc une tâche critique, j'en ai déjà parlé, c'est une tâche pour laquelle la date de début au plus tôt sera égale à la date de début au plus tard. On n'aura donc pas de marge, c'est-à-dire que si on prend du retard sur une de ces tâches, ça retardera la fin du chantier. Et la succession de toutes ces tâches critiques formera ce qu'on appelle le chemin critique. On le mettra clairement en couleur puisque ce sont les tâches sur lesquelles il faudra être le plus vigilant quant à leur exécution correcte. La marge, c'est donc ce qu'on va obtenir pour toute tâche non critique, donc un délai. On aura peut-être un jour, 2 jours ou une semaine entre le moment où on peut la commencer le plus tôt parce que tout est prêt et au moment où il faut la commencer au plus tard parce que sinon on va mettre en retard les autres tâches à suivre. Alors quels sont les liens qui peuvent exister entre les tâches? Donc une tâche, il y a un début qu'on va noter D et une fin qu'on va noter F. Donc le premier lien le plus simple, c'est le lien qu'on appelle le lien fin-début. Donc par exemple, la tâche B a comme prédécesseur la tâche A avec un lien fin-début, donc ça va se noter le prédécesseur de B et A avec le lien FD fin-début entre parenthèses. Ça se représente comme ça, c'est-à-dire que quand la tâche A est terminée, B peut commencer. On peut également introduire un report pour gérer un recouvrement de tâches. Par exemple, ici, j'indique que la tâche B peut commencer 5 jours avant la fin de la tâche A. Je vais donc noter ça. Que le prédécesseur de B, la tâche A, avec un lien fin-début, moins 5 jours, pour gérer ce recouvrement ici entre les deux tâches. Autre type de lien, donc entre le début de chacune des tâches. Ainsi, je dis qu'ici, la tâche B pourra commencer quand la tâche A commencera. J'ai donc un lien début-début entre les deux tâches. Le plus souvent, ce lien s'utilise avec un report. Ici, par exemple, ma tâche B pourra commencer 3 jours après le début de la tâche A. Par exemple, la tâche A, je préfabrique des poutres. Évidemment, il faut que j'en ai déjà préfabriqué un petit peu avant de pouvoir, la tâche B, les poser. Donc, par exemple, je préfabrique une poutre, je dois attendre un certain temps que ça durcisse, le béton, et ensuite je peux poser. Donc j'ai ce délai début-début plus 3 jours, par exemple. Troisième type de lien, donc le lien fin-fin. Donc là, même principe, on lie les fins d'une tâche avec une autre. Donc là, ma tâche B se termine en même temps que son prédécesseur, qui est la tâche A. Je note ça, un lien A fin-fin. Également ici, le plus souvent, un report. Même exemple, par exemple, que tout à l'heure. La tâche B, je pose des poutres préfabriquées. Évidemment, je ne peux pas poser la dernière poutre tant que je ne l'ai pas préfabriquée. Donc là, je préfabrique et 3 jours après avoir fini la préfabrication, je pourrais poser ma dernière poutre. J'ai donc ici un lien, le prédécesseur de la tâche B et la tâche A avec un lien fin-fin plus 3 jours. Alors on va regarder maintenant donc, un exemple de planification sur le remplacement d'un passage à niveau. C'est-à-dire qu'on voit sur la photo de gauche un passage à niveau, ça veut dire que les trains passent au même niveau que les voitures. Pour augmenter la sécurité, il peut être intéressant donc, de faire passer les trains ici sur un ouvrage d'art et les voitures donc, par en dessous. C'est-à-dire qu'il va falloir réaliser cet ouvrage. La particularité avec les trains, c'est qu'on ne peut pas dévier des trains comme on dévie des voitures. Donc, je vais vous expliquer le phasage un petit peu particulier qui va consister à être capable de fabriquer cet ouvrage tout en laissant circuler des trains sur la voie. Donc cet ouvrage, je vais détailler, donc on appelle ça un passage en cadre fermé. On a donc un tablier ici sur lequel les trains vont finalement circuler. Le remblai qui supporte ici la voie ferrée est stoppé donc, par ces murs-là, qu'on va appeler un pied droit. Donc c'est la partie qui supporte le tablier, et mur en aile, cette partie ici inclinée, qui va stabiliser les talus.
Et en dessous, donc, on a une fondation, donc c'est un radier, donc c'est une dalle sous l'ensemble de l'ouvrage qui va servir de fondation. Alors voici une vue 3D de ce que je présentais, c'est-à-dire que là c'est l'ouvrage isolé, donc avec le radier en noir. Alors je vais peut-être commencer plutôt par les rails. Voilà, on a les rails sur les traverses qui vont être placés en position définitive, donc passer sur ce tablier. Le tablier donc, qui va ménager un passage en dessous. Donc le tablier repose sur le pied droit, donc les murs en aile, comme on a dit, qui stabilisent le talus, et donc le radier qui sert de fondation. Donc à noter que la dalle de transition va permettre d'assurer la transition entre le remblai et l'ouvrage pour éviter le tassement qui serait préjudiciable à la stabilité de la voie ferrée. Alors ici le phasage donc, par étapes. Donc première étape, dessin numéro 1. Alors j'ai dessiné ici l'ouvrage définitif, mais il n'est pas encore construit, évidemment, pour l'instant. Seules les voies SNCF sont en place, les trains circulent, et on vient construire donc, les 4 rectangles que l'on voit en noir de chaque côté, donc, qui sont des pieux ou des barrettes de fondation. Donc ce sont des éléments, comme des poteaux, qui seraient enfoncés et réalisés dans le sol et qui vont servir de fondation. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces fondations? Donc, une nuit de week-end, on est obligé d'interrompre quand même la circulation des trains. Sur ces barrettes, on vient poser des poutres chevêtres de part et d'autre, et on vient poser sur ces poutres chevêtres un tablier auxiliaire. Donc un tablier auxiliaire, c'est un tablier de pont, donc avec des voies ferrées donc déjà en place que l'on va raccorder aux voies ferrées existantes, et ce qui fait qu'en fait on va pouvoir ensuite, sous ce tablier auxiliaire, construire notre ouvrage. Donc là on avait une vue en plan. Sur la diapo suivante, je passe à une vue en coupe. Donc voici les vues en coupe. Donc je retrouve sur la photo numéro 3, je vois donc mon tablier auxiliaire qui supporte les voies ferrées et qui repose donc sur les poutres chevêtres elles-mêmes en appui sur les fondations ici sous forme de barrettes. Donc je vais pouvoir, sous ce tablier auxiliaire, réaliser mon terrassement, donc on dit en sous-œuvre, puisqu'on réalise en dessous d'un ouvrage existant. Et donc une fois que ce terrassement est réalisé, étape ici numéro 4, je vais construire mon cadre. Donc le cadre, c'est l'ensemble du radier qui sert de fondation, plus les pieds droits. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, donc je préfabriquerai également en parallèle les tabliers de part et d'autre de la voie, parce qu'évidemment, je ne peux pas les fabriquer sur place, puisque vous voyez que les trains continuent à circuler. Donc je vais les préfabriquer à côté. Et donc je vais de nouveau interrompre ensuite la circulation des trains pour enlever les tabliers auxiliaires, remblayer, réaliser, donc mettre en place ces dalles de transition qui sont ici en vert et venir poser mes tabliers auxiliaires préfabriqués et ensuite reconstituer la voie pour le passage des trains. Donc voici un mix plan et photo d'une étape intermédiaire. Donc si on commence par regarder la photo, on voit donc bien le tablier auxiliaire qui est en place sur les poutres chevêtres qui sont ici en rouge. Et donc de part et d'autre de l'ouvrage. On voit également sur le plan qui sont pointés donc en bleu, l'ouvrage définitif, donc notamment ici les pieds droits qui sont déjà réalisés. Alors le type de tablier qu'on va réaliser pour supporter des trains, il faut des tabliers très solides, puisque les trains c'est très lourd, donc c'est ce qu'on appelle des tabliers à poutrelles enrobées, qui sont souvent réalisés par la SNCF. Donc ce sont des grosses poutrelles métalliques comme on voit ici, qui vont être complètement enrobées de béton armé, de façon à former un ouvrage extrêmement résistant. Alors, quelques images des travaux, donc on reprend le phasage que j'ai décrit. Donc, dans un premier temps, on réalise de part et d'autre de la voie des fondations, donc soit des pieux, on voit ici fondés avec une tarière, ou bien des barrettes qui sont des sortes de pieux rectangulaires, si vous voulez. On préfabrique des poutres chevêtres où on pourra mettre en place des poutres métalliques. Donc, on voit ici, sur cette photo numéro 4, ces chevêtres en place sur les barrettes ou les pieux de fondation. Et ces chevêtres viennent supporter le tablier auxiliaire, on le voit un petit peu ici, et donc là on voit la pose du tablier auxiliaire pendant la nuit, où la circulation des trains a été interrompue. Et ensuite,
une fois que le tablier auxiliaire est en place, vous voyez ici le terrassement donc en sous-œuvre, donc en dessous du tablier auxiliaire, tout en permettant la suite de circulation des trains. Première phase, donc réalisation du radier. Le train passe, bon, évidemment ça fait sûrement un petit peu de bruit, mais sinon pas de souci particulier, donc à part je disais une réduction de vitesse, donc réalisation du radier qui servira de fondation. Ensuite on réalise les pieds droits, j'indique ici avec des banches manuportables, ça veut dire qu'évidemment les banches qui sont ici les coffrages, il faut qu'on puisse les déplacer à la main ou avec des petits engins, puisqu'il n'est pas question de mettre évidemment ici une grue qui ne pourrait pas travailler à cause du tablier auxiliaire. Et les tabliers, donc, on les préfabrique de part et d'autre, donc sur un platelage ici en hauteur, de façon à ce qu'ils soient à niveau pour qu'on ait juste à les déplacer, à les translater. Donc, vous voyez ici le tablier donc, a été préfabriqué à niveau, il est juste à côté du tablier auxiliaire. Et donc quand on va interrompre une nuit suivante de week-end la circulation ferroviaire, on va enlever le tablier auxiliaire et on va faire glisser ce tablier préfabriqué à sa place. Alors évidemment, ce glissement de tablier, ça ne se fait pas comme ça, donc ça se fait, c'est une technique avec des vérins hydrauliques, de façon à la fois être capable de manipuler une charge aussi lourde et de le mettre en place précisément. Donc on voit ici, en tête du pied droit, il y a ce qu'on appelle des dés d'appui, sur lesquels vont venir reposer les poutrelles que l'on voit en sous-face ici, du tablier à poutrelles enrobées. Chacune de ces poutrelles va reposer sur un de ces dés d'appui. Et ici, vous avez donc un rail de guidage, puisque le vérinage, évidemment, se fait avec un guidage et des contrôles permanents par des entreprises spécialisées. Alors, maintenant qu'on a vu comment ça allait se passer, on va regarder comment construire la planification de cet ouvrage. Donc, je vous présente ici le tableau d'analyse des tâches. Donc, je reprends ici les différentes tâches que l'on a identifiées. Donc, la première, c'est un jalon. Donc, ça va être le début de notre chantier. Ça consiste à poser les tabliers auxiliaires. J'ai ici donc pas de main-d'œuvre. MO, ça veut dire main-d'œuvre. Et la durée, c'est 0 jours. Donc, c'est ma première tâche. Le jalon du début. Tâche suivante, terrassement en sous-œuvre, donc sous le tablier auxiliaire. C'est un sous-traitant qui va réaliser cette tâche. Et ça, il est prévu que ça dure 6 jours. Alors, quel est le prédécesseur de ce terrassement? Ça va être la tâche A. Et quel est le type de lien? Un lien fin-début, c'est-à-dire quand j'ai fini la pose des tabliers auxiliaires, je peux commencer le terrassement. Ensuite, ma tâche installation de chantier, on me dit qu'elle peut être menée en parallèle des terrassements. Ça veut dire qu'elle va pouvoir aussi avoir lieu après la pose des tabliers auxiliaires. Je mets donc en place le même lien. C'est ici une tâche qui mobilisera 4 ouvriers et qui s'étendra sur une durée de 4 jours. Là, ce sont mes ouvriers, les ouvriers de mon entreprise, par opposition ici à des sous-traitants, qui est une autre entreprise à laquelle je fais appel. Donc ensuite, avec mes ouvriers, je vais réaliser la tâche D, qui est le cadre. Donc ce qu'on appelle le cadre, c'est l'ensemble radier plus pied droit. On me dit que ça, je peux le réaliser après les terrassements. Évidemment, il faut que les terrassements soient terminés. Et après l'installation de chantier, puisque mon installation de chantier, ça consiste à mettre en place des équipements dont mes ouvriers ont besoin. J'ai donc une équipe de 7 ouvriers pour faire ça, et ça va prendre 30 jours. Donc, après les terrassements, c'est donc après la tâche B avec un lien fin-début. Je commence le cadre quand les terrassements sont finis. Et après l'installation de chantier, donc après la fin de la tâche C, je débute la tâche D. J'ai un autre poste qui est la préfabrication des tabliers, donc je vous rappelle qu'il se passe juste à côté, sur un platelage en hauteur. Donc je peux commencer cette préfabrication 2 jours avant la fin de l'installation de chantier. Ça veut dire que quand je fais mon installation de chantier, je commence, elle dure 4 jours. Les 2 premiers jours, je fais ce platelage là sur lequel je vais pouvoir commencer ma préfabrication. Donc ça dure 18 jours et j'ai une équipe de 4 personnes. Donc je peux commencer 2 jours avant la fin de l'installation de chantier. Ça veut dire que le lien est avec la tâche C, installation de chantier. Donc j'ai un lien fin-début puisque je commence après la fin, mais je peux commencer 2 jours avant que ce soit fini. Donc j'ai un lien fin-début avec un recouvrement de 2 jours, donc qui se traduit par fin-début moins 2 jours. On me dit donc que cette préfabrication de tablier, donc sur les 18 jours, donc j'ai une période de coffrage,
de mise en place des armatures, des poutrelles métalliques, etc. Et au 14e jour, je vais pouvoir bétonner. Et ensuite, j'ai 4 jours de finition. Et donc ça, c'est important, puisque le béton, ça durcit dans le temps. Et donc, avant de pouvoir déplacer ce tablier préfabriqué pour le mettre en place, je vais devoir attendre un certain temps de durcissement. On va exploiter cette donnée ici pour la tâche suivante. Donc, la dernière tâche ici, donc le dernier jalon pour être précis, ce sera donc la pose de tablier définitif, donc lors de l'arrêt suivant de la circulation ferroviaire. Pour poser les tabliers définitifs sur le cadre, il faut que le cadre, le béton du cadre, soit suffisamment résistant, donc je dois attendre ici 10 jours. Donc comment ça se traduit ici en termes de lien? Alors d'abord, je précise effectivement ici, comme c'est un jalon, je n'ai pas indiqué de main-d'œuvre et c'est une tâche de durée nulle. Alors, durée nulle, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que ça ne prend pas une durée nulle de poser ces tabliers définitifs. Par contre, c'est un point d'étape qui est prévu longtemps à l'avance et qui ne va pas mobiliser l'équipe que j'ai mise en place. Le planning que je fais, en fait, il est fait pour réaliser ces 4 ouvrages-là, entre ces 2 jalons. Donc ce jalon de fin, donc, je ne peux le faire que 10 jours après la fin du cadre. Donc le cadre, c'est la tâche 10. Donc j'ai un lien fin-début, mais avec un délai, donc un blanc, si je puis dire, de 10 jours. Je ne peux pas enclencher directement cette pause, je dois attendre 10 jours après la fin de la réalisation du cadre. Par rapport à la préfabrication des tabliers, ici, on me dit que je dois attendre 20 jours après le bétonnage des tabliers. Donc ça va se traduire de cette façon-là. Alors j'ai fait un petit schéma ici pour bien expliquer. Le bétonnage, la préfabrication des tabliers, ça dure ici 18 jours, la tâche E. Je pointe qu'au 14e jour, je bétonne les tabliers. Et donc 20 jours après le bétonnage, je peux poser les tabliers définitifs. Ils sont suffisamment durcis. Donc mon délai, ce n'est pas fin début plus 20, parce que les 20 jours, le délai commence 4 jours avant la fin, puisque les 4 jours ici sont les 4 jours de finition sur les tabliers. J'ai donc du coup un délai entre la fin de la tâche E et le début de la tâche F de 16 jours que je retrouve ici. Donc voyons maintenant comment exploiter ce tableau d'analyse des tâches que nous avons fait avec notamment la mise en place des liens. Donc je représente ici mon réseau avec les étiquettes qu'on a vues précédemment. Donc chaque tâche représentée par une étiquette. Donc mon jalon de pose de tablier auxiliaire tâche A que je fais démarrer donc au jour 1. Donc vous voyez que j'ai écrit en dessous la convention, c'est que c'est jour 1 à 8 h le matin. Alors, là, il faut extrapoler un petit peu. Un jalon, donc j'ai dit que ça avait une durée nulle. Alors, la pose de tablier auxiliaire a lieu pendant le week-end. Ça veut dire que je peux, par extrapolation, dire qu'à 8 h du matin, je commence et je termine, puisque c'est une durée nulle. C'est juste pour marquer le point de départ. De la même façon, à la fin, j'ai le jalon de pose des tabliers définitifs. J'ai la tâche B qui dure 6 jours, donc le terrassement, la C qui dure 4 jours, l'installation de chantier, la D qui dure 30 jours, la réalisation du cadre, donc radier plus pied droit, et la E qui dure 18 jours, la préfa des tabliers. Je commence par rappeler les liens. Donc je mets une flèche simple quand c'est un lien fin-début, donc par exemple entre la tâche B et D, j'ai un lien fin-début, c'est-à-dire que la tâche D a pour prédécesseur la tâche B avec un lien fin-début, mais elle a également un autre prédécesseur qui est la tâche C. Quand mon lien n'est pas un fin-début tout bête, j'indique la nature du lien. Donc par exemple, entre la tâche E et la tâche C, j'ai un lien fin-début moins 2, c'est-à-dire que la tâche E peut commencer 2 jours avant la fin de la tâche C. Je vais ensuite procéder au calcul des dates de début au plus tôt, donc en partant du début du chantier. Donc je peux commencer au plus tôt, donc mon jalon là, a lieu le jour 1, à 8 h le matin, mais il est donc fini instantanément, puisque ça a une durée nulle, c'est-à-dire que je peux commencer au plus tôt ma tâche B le jour 1 à 8 h du matin. Cette tâche B donc, dure 6 jours, ça veut dire qu'elle va se terminer en fait le jour 6 à 17 h le soir. Mais le jour 6 à 17 h le soir, on est d'accord que c'est la même chose que le jour 7, donc le lendemain, à 8 h le matin, puisqu'on n'a pas travaillé pendant la nuit. Donc cette convention va me permettre de calculer facilement les dates, puisque la fin, quand je termine un soir, c'est pareil que si je terminais le lendemain matin. Donc en faisant 1 plus 6, je vais dire que je termine le jour 7
à 8 heures le matin. Donc si je m'intéresse à la tâche maintenant C, l'installation de chantier, ben, même chose, je peux commencer jour 1 et là ça va durer 4 jours. Alors pour la tâche D, là j'ai deux prédécesseurs. Donc prédécesseur, le lien avec la tâche B. Donc la tâche B commence jour 1, dure 6 jours, donc elle termine jour 7 à 8 heures du matin. Je pourrais donc commencer la tâche D jour 7 à 8 heures du matin. Je regarde ce qui se passe par rapport à la tâche C. Elle commence jour 1, elle dure 4 jours. Je peux donc commencer, elle se termine donc le jour 1 plus 4 égale 5 à 8 heures du matin. Je peux donc commencer la tâche D le jour 5 à 8 heures du matin. Alors maintenant, il faut que je choisisse quand est-ce que je peux commencer au plus tôt la tâche D. Alors attention, au plus tôt, quand les deux contraintes sont réalisées. C'est-à-dire que si je commence le jour 5, ce n'est pas encore prêt par rapport au lien avec la tâche B. Donc la date de début au plus tôt de la tâche D, c'est le jour 7. Donc là, il faut être attentif et ne pas se laisser piéger par le vocabulaire. Donc si je m'intéresse à la tâche E, donc là j'ai un lien fin début plus 2, donc la tâche C commence le jour 1, finit le jour 1 plus 4 égale 5. Je peux commencer la E 2 jours avant, donc 5 moins 2 égale 3. Je peux donc commencer jour 3 la tâche E. Pour ma tâche F, j'ai également deux liens, donc par rapport à la tâche D, la D commence le jour 7, finit le jour 37. La F peut commencer 10 jours après, donc peut commencer le jour 47. Même réflexion, pour la tâche E, j'obtiens le jour 37. Et donc là, quand est-ce que peut avoir lieu au plus tôt la pause des tabliers définitifs? Il faut que les deux conditions soient réunies, c'est donc le jour 47. Donc mon chantier peut être fini en 47 jours. Maintenant, je vais calculer les dates de début au plus tard, c'est-à-dire que si je veux toujours terminer le jour 47, quand est-ce que je peux commencer le plus tard possible les autres tâches? Donc là, je prends les liens à l'envers. Donc, si je m'intéresse d'abord au lien vers la tâche D, donc je termine la tâche, ma tâche F commence le jour 47, et donc j'ai dû terminer 10 jours avant la tâche D. Donc j'ai dû finir le jour 37, ma tâche D se termine le jour 37, il faut donc qu'elle commence 30 jours avant, puisqu'elle dure 30 jours, donc elle commence le jour 7. Vous voyez qu'ici, début au plus tôt égale jour 7 égale début au plus tard, jour 7 également. J'ai donc une tâche avec une marge nulle qui fera partie du chemin critique dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour ma tâche E, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors je ne vais pas vous faire tous les calculs, puisqu'on est là pour une démo. Donc là, je trouve que la date de début au plus tard, c'est le jour 13. Donc là, on voit que je vais pouvoir avoir une marge, justement, puisque je ne suis pas obligé de commencer dès le jour 3 la tâche E, sans que ça mette en retard la livraison définitive de mon ouvrage. Et donc comme ça, de proche en proche, je vais remonter, calculer toutes ces dates de début au plus tard et identifier la plage de manœuvre sur laquelle je peux réaliser chacune des tâches. Alors là, même chose, par exemple pour la tâche C, vous voyez, comme j'ai deux liens, je vais avoir deux calculs à faire pour la date de début au plus tard. Donc si je commence, je vais faire le lien par exemple entre la tâche C et D. Si je commence jour 7 la tâche D, ça veut dire que je peux finir jour 7 la tâche C, elle dure 4 jours, 7 moins 4 égale 3. Je dois commencer au plus tard le jour 3. Ici, si je regarde le lien entre la tâche C et la tâche E, donc je commence la tâche E le jour 13, c'est-à-dire que j'ai fini la tâche C donc 2 jours après, donc le jour 15, puisque j'ai un recouvrement de 2 jours. Donc si je termine la tâche C le jour 15, il faut que je la commence au plus tard le jour 11. Je choisirai donc le démarrage au plus tard, le jour 3, pour que les deux liens puissent être réalisés. Et même chose, je termine et j'arrive donc à démarrer au plus tard, logiquement évidemment, long jalon de début. Ensuite, je peux donc calculer les marges et identifier donc, mon chemin critique. Donc ça, on en avait déjà parlé. Donc marge nulle ici, sur la tâche D par exemple, et marge de 10 jours par exemple sur la tâche E, ou marge de 2 jours sur la tâche C. Donc mon chemin critique constitué des tâches A, B, D et F. Donc je devrais être précisément attentif à la tâche terrassement et à la tâche réalisation du cadre, donc radier plus pied droit, pour ne pas prendre de retard sur cette tâche-là, faute de quoi je risquerais de mettre en retard tout mon chantier.
Alors cette représentation n'est pas très lisible, donc on va donc l'exploiter maintenant pour obtenir le tracé d'un diagramme de Gantt comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je reporte ici les jours, mes différentes tâches. Donc je représente mon jalon ici, donc à 8 h du matin, le premier jour. Ma première tâche, terrassement, donc ça durait 6 jours, et on avait dit début au plus tôt le jour 1, donc je la positionne au jour 1, elle dure 6 jours, et je n'ai pas de marge. Par exemple, pour la tâche installation de chantier, qui était la tâche C, ça durait 4 jours, début au plus tôt, premier jour, donc on va toujours caler les tâches au plus tôt. L'idée, c'est évidemment d'essayer de la marge, de la garder, de ne pas la consommer dès le départ. Donc début au plus tôt, premier jour. La tâche dure 4 jours, donc jour 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, j'ai 2 jours de marge, qui serait, si je commence que le jour 3, j'ai quand même 4 jours pour terminer. Je positionne ainsi toutes les tâches, j'indique l'effectif, et j'obtiens ainsi donc mon planning à barre. Et vous voyez, donc derrière, je pourrais aussi additionner les effectifs pour me dire, voilà, le jour 1, je vais avoir 4 ouvriers sur le chantier. J'ai compté personne pour les terrassements puisque c'est de la sous-traitance. Alors ce qui est important ici, la remarque que j'indique, sur un chantier, on va chercher à lisser l'effectif. Parce que vous voyez qu'ici, ce qui serait absurde, c'est que j'ai besoin de 4 ouvriers là, pendant 2 jours. Après, il m'en faut 4 et 4, 8. Puis après, de nouveau, il ne m'en faut plus que 4. Donc ça, c'est idiot. Et comme je vois que j'ai de la marge ici, je peux retarder un petit peu la préfabrication des tabliers. Je pourrais donc attendre que mes 4 gars ici aient terminé l'installation de chantier pour démarrer seulement ici, donc glisser de 2 jours la préfabrication des tabliers. Et là, je sais que je ne mettrai pas mon chantier en retard puisque j'ai fait cette étude qui me dit que j'ai une marge sur cette tâche-là. Donc voilà, je vous présente maintenant une petite... donc on a fini cette planification, c'est autre solution, on pourrait imaginer le ripage complet de l'ouvrage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'ouvrage, à peu près similaire à ce que je vous ai présenté, le cadre là, on le préfabrique complètement à côté. Donc au lieu de préfabriquer seulement le tablier, on préfabrique, vous voyez, le tablier avec son pied droit, et c'est cet ensemble-là qu'on va déplacer complètement, donc sur des rails, avec un système de vérins assez complexe, qu'on va déplacer complètement pour le mettre en place en continuité de la voie ferrée. Mais toujours le même principe sur une nuit de week-end, pour ne pas interrompre beaucoup, on va dire, le moins possible, la circulation des trains. Autre solution, on préfabrique le tablier, mais on ne le ripe pas, il est suffisamment léger, entre guillemets, bien qu'il pèse plusieurs tonnes, pour être mis en place par une grue. Donc on vient le mettre en place avec une grue, donc sans avoir de contrainte de ripage. On peut le préfabriquer du coup au sol. Voilà, donc j'espère que ce petit cours vous a plu, qu'il vous donne envie de venir à l'IUT au département Génie Civil. Et donc n'hésitez pas à nous rendre visite sur nos sites internet.